L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios Lucien Cerise, diplômé de philosophie et chercheur en sciences de l'information et de l'ingénierie sociale, essayiste, auteur de plusieurs livres, dont Gouverné par le chaos. Avec lui, nous allons analyser les dernières déclarations des dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, annonçant que l'humanité doit se préparer à combattre la maladie X, une pathologie qui pourrait être à l'origine d'une pandémie plus mortelle que celle du Covid-19. Nous nous pencherons également sur le chantier de la réforme du règlement sanitaire international RSI, lancé par l'OMS dans le sillage de la pandémie du Covid-19. Une nouvelle version qui élargit les prérogatives supranationales de l'OMS, impose un règlement contraignant aux États et intègre l'urgence climatique comme une urgence sanitaire. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Alors que l'ONU et son agence de la santé travaillent sur la réforme du règlement sanitaire international et les traitements de pandémie, les deux organisations annoncent que l'humanité doit se préparer à combattre la maladie X, une pathologie qui pourrait être à l'origine d'une pandémie plus mortelle que celle du Covid-19. L'OMS a même indiqué une liste de 9 maladies qui pourraient causer la prochaine pandémie mortelle, dont le Covid-19, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le virus Ebola et la maladie X. La maladie X représente la conscience qu'une épidémie internationale grave pourrait être causée par un agent pathogène actuellement inconnu pour causer une maladie humaine. Le même document cherche explicitement à permettre une préparation précoce à la recherche et développement transversal qui est également pertinente pour une maladie X inconnue, explique l'OMS. Le texte prévoit un engagement politique au niveau des dirigeants et une inclusivité mondiale au moyen d'un nouvel accord juridiquement contraignant ancré dans la constitution de l'OMS. L'établissement de principes, de priorités et d'objectifs visant à aider les pays à améliorer la préparation et la réaction aux futures pandémies. Le renforcement de la résilience face aux futures pandémies et des capacités permettant de lutter contre celles-ci à l'échelle nationale, régionale et mondiale. L'amélioration de l'égalité d'accès à des contre-mesures médicales de qualité comme les vaccins, traitements et diagnostics. Le partage des données de surveillance, des données génétiques, des échantillons, des technologies et des avantages qui y sont liés. Le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé, dont la langue de Molière établit un lien entre la santé animale et la santé de notre planète. Rappelons que lors du Conseil européen du 25 février 2021, les dirigeants de l'Union européenne avaient souligné la nécessité d'une coopération multilatérale mondiale pour faire face aux menaces sanitaires actuelles et futures. A contrario, lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé qui a eu lieu le 22 mai 2022, la totalité des pays africains, mais également la Malaisie, l'Italie, l'Iran, la Russie ou encore le Brésil, s'étaient opposés à la réforme du règlement sanitaire international proposé par les États-Unis. Ainsi, que doit-on penser du projet de réforme du règlement sanitaire international proposé par les États-Unis et porté à bout de bras par l'ONU et l'OMS? Quel crédit scientifique accorder à la probabilité d'apparition d'une nouvelle pandémie qui serait causée par la maladie X annoncée par l'OMS? Enfin, pourquoi devrait-on accepter d'intégrer l'urgence climatique dans le nouveau traité comme une urgence sanitaire? Tous les développements sur toutes ces questions sanitaires et sociétales fondamentales avec mon invité Lucien Cerise, diplômé de philosophie, chercheur en technologie sociale et auteur du livre Gouverné par le chaos.
Lucien Cerise, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci et bonjour, bonjour et merci pour cette invitation. Je vous remercie, tout le plaisir est pour nous. Alors, lors de la 75e Assemblée mondiale de la santé qui a eu lieu le 22 mai 2022, le porte-parole du bloc africain, le Botswanais Moses Keti, et le président brésilien à l'époque, Jair Bolsonaro, avaient tous les deux souligné le caractère liberticide de la réforme proposée par l'OMS pour son RSI. Alors le Brésil, dit le président brésilien, ne signera pas ce traité pandémique de l'OMS. La souveraineté nationale n'est pas quelque chose à mettre à l'OMS, ni à renoncer au profit d'autres entités, sans les préciser, uniquement pour rejoindre un club de nations soi-disant avancées, avait déclaré le chef de l'État brésilien. Alors ma question, qu'en pensez-vous et êtes-vous d'accord avec son analyse ? Tout à fait. L'analyse de Bolsonaro à l'époque, puisqu'il n'est plus le président, est purement factuelle. De fait, l'OMS essaye de faire passer un nouveau règlement sanitaire international qui permettrait de centraliser à Genève les politiques sanitaires au niveau mondial. Donc oui, là, c'est de fait liberticide, au sens où ça risque de limiter, voire d'empêcher la liberté des États-nations souverains. Et je pense que c'est le but. C'est en fait, alors donc quand on lit les textes, à cause des réactions en 2022, le vocabulaire de la souveraineté nationale a été réintégré dans les textes, mais à la fin, de toute façon, c'est ce texte qui sera juridiquement contraignant au niveau international, donc le texte de l'OMS, et donc qui prend une dimension supranationale, c'est-à-dire qui dépasse justement la liberté et la souveraineté des États-nations. Donc l'analyse de Bolsonaro est simplement factuelle. Le but étant d'uniformiser les politiques sanitaires du monde entier et de les centraliser à Genève. Et s'il vous plaît, alors ce projet-là, il est lancé depuis 2021. Donc, avec les déclarations de l'Union européenne, et après, il a commencé en 2022. Est-ce que c'est un hasard de calendrier, comme on dit, d'annoncer à grande pompe cette maladie X probable, dont on ne connaît pas l'agent qui pourrait la créer, dont on ne connaît pas la maladie qu'elle pourrait générer. Tout est inconnu, mais on a l'impression que, quand même, croire que les choses en lesquelles qui n'existent pas fait quand même avancer quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas... Pourquoi cette annonce en ce moment? Et puis, qu'est-ce que c'est que ce concept d'une seule santé? Et qu'est-ce que c'est que cette connexion entre la santé des animaux et... Oui, alors le concept, là, une seule santé, vise à nous rendre solidaires au niveau mondial. Une seule santé pour non seulement tous les humains, mais aussi tous les humains et tous les animaux, et aussi le globe terrestre, qui est en quelque sorte personnalisé, avec la notion de réchauffement climatique, etc. Donc il y aurait une sorte de solidarité de tous les êtres de la planète, mais là encore, le but c'est toujours d'uniformiser et de centraliser. Le but est que finalement les êtres humains obéissent tous comme un seul homme. Même s'ils ne sont pas malades. Même s'ils ne sont pas malades, puisque l'idée directrice, le concept directeur de l'OMS aujourd'hui, c'est la médecine prédictive. Qui est modelé qui prend modèle sur la justice prédictive, qui abolit la justice prédictive. C'est une tendance du droit et de la justice en Occident, qui en fait vise à abolir la distinction entre les coupables et les innocents, qui sont remplacés par la notion de population à risque. Donc le risque est plus important que le réel. C'est-à-dire que il s'agit, vous connaissez peut-être le film là de Steven Spielberg, Minority Report, qui était lui-même une adaptation d'un roman d'un auteur de science-fiction, Philip K. Dick, et qui reposait justement sur l'anticipation des actes de délinquance ou des actes criminels pour les arrêter avant qu'ils ne soient commis.
Donc ça paraît paradoxal, hein, mais et là on fait quelque part, l'OMS fait la même chose dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'il faut anticiper sur la maladie avant qu'elle n'apparaisse. C'est ça, hein, la notion de médecine prédictive. C'est un peu une généralisation de cette phrase du docteur Knock. C'est un personnage d'une pièce de théâtre française qui dit, en fait, les gens en bonne santé sont des malades qui s'ignorent. Donc des malades à venir, des malades potentiels. Et donc, ça abolit la différence entre les gens en bonne santé et les gens malades. Des gens pourront vous rétorquer l'argument que la prévention aussi est nécessaire et qu'il il vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que ça rentre pas dans ces deux concepts, ne rentrent pas dans cette question-là de prévention de maladie. Et donc, c'est louable, c'est ça. Oui, mais alors ensuite, ça, effectivement, bon, mais là c'est peut-être un cas où la sagesse populaire et ce dicton, là, il vaut mieux prévenir que guérir, rencontre une exception. Parce que bon, si on généralise, à la fin, nous allons tous devenir hypocondriaques. C'est-à-dire que nous allons tous être malades par peur de tomber malade. Vous voyez, ça c'est un cas où en fait le remède est pire que le mal. On a vu en France, pour ne pas parler d'un pays que je connais, c'est le mien, que le confinement, les couvre-feu, bref, et même les vaccins sont peut-être de mauvaises solutions dans la mesure où ça provoque aussi des maladies mentales et physiques. Et donc, il faut effectivement savoir trouver l'équilibre. Et là, justement, nous ne sommes plus dans une politique équilibrée qui consiste à soigner les malades et à prévenir. On est dans, en fait, une uniformisation où nous sommes tous potentiellement malades. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Nous ne sommes pas faits pour vivre avec l'idée que je vais tomber malade en permanence. Psychologiquement, c'est très malsain, et ça porte un nom, c'est l'hypocondrie, qui est une maladie mentale. C'est une forme de névrose paranoïaque. Les hypocondriaques ont peur de tomber malade à chaque instant. Ils vivent avec cette angoisse. Et quand, il faut quand même comprendre que c'est un levier de contrôle psychologique et de contrôle comportemental. Si vous arrivez à faire croire à toute la population qu'elle est en danger de mort à chaque instant, ce qui est vrai, mais on ne peut pas vivre comme ça. On peut sortir dans la rue et être renversé par une voiture. Mais si vous arrivez à faire que ça devienne votre idée fixe, eh bien, en fait, vous adoptez un comportement qui lui-même est dicté par la peur. Donc, c'est là où on va sur cette notion de gouvernance par le chaos ou de gouvernance par la peur. D'accord. Alors, dans votre livre « Gouverné par le chaos », dont voilà un exemplaire, vous écrivez, donc vous expliquez cette notion-là d'ingénierie sociale. Et j'aimerais bien vous poser une question sur ça, parce que c'est très important de comprendre en quoi ça consiste exactement. Donc, dans votre livre, édité aux éditions Max Milo, « Gouverné par le chaos », vous écrivez « Comment devenir les maîtres du monde à l'époque d'Internet ?» Vous répondez « En centralisant l'ordre et le pouvoir autour d'une minorité et en semant le désordre dans le peuple, rabaissé à l'état d'individu paniqué et fragilisé. » Et puis vous posez une deuxième question. C'est quoi la méthode ? Vous dites « C'est l'ingénierie sociale ». Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus et éclaircir ces concepts pour nos auditeurs ? Alors, l'ingénierie sociale, donc le social engineering en anglais, c'est la méthode générale de piratage, de hacking des esprits pour les transformer et fabriquer leur consentement à cette transformation. Donc c'est en management, on parle aussi de conduite du changement. Donc c'est une méthode de transformation de la société, même si elle n'en a pas besoin. Alors c'est appliqué en entreprise pour transformer la culture d'entreprise, même quand ce n'est pas utile aux gens qui travaillent dans cette entreprise. Mais ça peut être utile, par exemple, aux actionnaires pour dégager plus de marge bénéficiaire ou ce genre d'objectif. Donc c'est bon, pour aller vite, on peut résumer ça par l'expression de pompier pyromane. John Kotter, le créateur de cette méthode de conduite du changement, donc décrit un schéma en 8 étapes, un schéma comportemental en 8 étapes. La première étape consiste à créer un sentiment d'urgence dans le groupe cible. Voilà. La réalité de l'urgence n'a aucune importance.
Il faut créer un sentiment d'urgence. Vous voyez ? Donc là, on voit en quoi c'est justement appliqué par l'OMS, qui cherche en fait à créer dans la population saine le sentiment qu'elle va bientôt tomber malade. C'est le principe de la médecine prédictive. Donc il faut créer une anxiété permanente dans le groupe cible. Ça peut être une entreprise, ça peut être un pays, ça peut être l'humanité entière, au moyen justement de ce concept, une seule santé, et même étendu aux animaux, et même aux légumes, en fait, aux fruits et légumes, puisque il faut étendre cette santé à toute la planète. Et donc, une fois que vous avez créé une angoisse, vous avez commencé à déstabiliser le groupe cible, et tout est là. Il faut lancer un engrenage de déstabilisation pour fabriquer le consentement au changement dans le groupe cible, qui ensuite va accepter plus facilement une solution pour restabiliser le groupe. Et là, vous avez gagné. Une fois que vous avez piraté l'esprit collectif de ce groupe, mais ça peut être aussi un individu. C'est-à-dire que vous avez appliqué cette méthode du pompier pyromane, vous avez créé un problème et vous apportez votre solution. Voilà. Et en plus, ce problème n'a pas besoin d'être réel. C'est ça le génie du piratage. C'est un peu l'idée là de la maladie X. C'est ça, oui. Qui sera provoquée par un virus ou une bactérie qui X. Sera au futur. Donc, qu'on ne connaît pas, ils le disent. Moi, voilà. Je lis exactement ce qu'ils disent, c'est un peu ça. C'est totalement ça. Là, on peut pas faire on peut pas trouver un meilleur exemple, une meilleure illustration. C'est-à-dire, au nom de quelque chose qui n'existe pas encore, qui est totalement virtuel, qui est une représentation mentale, nous allons adopter des politiques sanitaires au niveau mondial qui vont peser sur le comportement réel. Donc, au nom de quelque chose qui n'existe pas, nous allons peser sur ce qui existe. Et nous allons restructurer, transformer ce qui existe. C'est vraiment de l'ingénierie sociale. C'est de la démolition contrôlée. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, il y a l'ingénierie du bâtiment, l'ingénierie génétique, etc. À chaque fois, il s'agit de restructurer ce qui existe, même si ça marche. Mais c'est pas le problème. C'est-à-dire que, l'ingénierie génétique vise à transformer la génétique, par exemple, des plantes, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sont des artefacts, ce sont des créations de laboratoire. La sélection naturelle a produit des êtres vivants qui sont viables, qui fonctionnent, qui ont été sélectionnés par la nature. L'ingénierie génétique dit on s'en fiche. Nous allons créer de nouvelles créatures, nous allons en fait créer de nouveaux êtres vivants par l'ingénierie génétique, peu importe que ça ne marche pas. Et de fait, bien souvent, les OGM sont stériles. Bon, et c'est en ce sens que l'objectif n'est pas que ça marche. Donc, les pays africains, par la voix du représentant du bloc africain lors de cette réunion de l'OMS, il y a l'Italie, la Russie, l'Iran et d'autres pays. Mais aussi Est-ce que c'est ça, quand ils ont refusé d'adopter cette réforme, est-ce que c'est ça l'aspect liberticide qu'ils dénoncent dans cet accord-là de l'OMS? Oui, bien sûr, oui, puisque l'OMS veut surmonter, dépasser les souverainetés nationales. Donc effectivement, l'an dernier, il y a eu une levée de bouclier, une protestation, une rébellion de certains pays. Que vous avez cité, mais bon, l'OMS ne s'avoue pas vaincu et est revenu à la charge cette année, donc avec la 76e assemblée, qui est toujours en cours. D'ailleurs, elle n'est pas encore. Je crois qu'elle s'arrête demain, si je me souviens bien. Donc, on aura le résultat. Là, j'ai regardé un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui a filtré. On verra ça plus tard. Mais effectivement, bon, surtout il y a en fait, on voit se dessiner le programme de la grande réinitialisation, le Great Reset du Forum économique mondial, c'est-à-dire du grand capitalisme et du transhumanisme. Tout ça sont des objectifs avoués. C'est-à-dire que si vous lisez justement le livre de Klaus Schwab et Thierry Malray, ils disent bien la crise sanitaire va nous permettre d'imposer au niveau mondial une nouvelle réalité.
Et ils le disent explicitement, il n'y a pas de secret là, il n'y a pas de complot. Et donc là, on a affaire à une conduite de ce qu'on appelle la conduite du changement, comme je disais tout à l'heure. Dont on est dans un processus d'ingénierie sociale, c'est-à-dire de reconstruction de la société sur la base d'un prétexte qui est cette crise sanitaire commencée en 2020 et qui doit servir de mythe fondateur à l'OMS et au Forum économique mondial, bien connu sous le nom aussi de Forum de Davos, qui doit servir de mythe fondateur pour lancer cette grande réinitialisation, c'est-à-dire cette grande restructuration du monde, pour mieux centraliser le monde, et sur la base justement d'une anxiété permanente, sur la base de la peur. C'est-à-dire que leur nouveau monde, leur nouvelle réalité, leur nouvelle normalité, ça doit être la crainte permanente, la peur permanente de tomber malade. Avant, c'était le terrorisme. Maintenant, c'est un peu du passé. Là, maintenant, l'ennemi numéro 1, ça doit être soit le réchauffement climatique, soit la maladie X, que personne ne connaît et qui n'existe pas encore, mais qui doit devenir l'horizon de notre vision du monde. Donc, Bien. Alors, la question suivante, et qui appelle justement ce que vous venez de développer par rapport à la deuxième, comment ces concepts sont-ils concrètement utilisés par les gouvernants ? C'est-à-dire, comment, supposons il y a des gouvernements qui signent cet accord, comment ils vont décliner ça, à votre avis, selon vous, en s'appuyant sur justement cette stratégie-là de gestion par le chaos, que vous appelez ça dans votre livre. Et puis, est-ce que vous pensez que la gestion de la pandémie de Covid-19 entre-t-elle justement dans cette grille d'analyse ? Oui. En fait, ça va. C'est-à-dire que les contraintes juridiques auxquelles, que les pays, les 194 pays de l'OMS risquent d'accepter, deviendront contraignantes. Le texte sera contraignant et sera appliqué dans les législations nationales. Donc, c'est-à-dire que ce principe de médecine prédictive va se normaliser et deviendra le concept, l'idée directrice, la nouvelle médecine appliquée sur toute la surface de la planète. Donc, au nom d'une maladie qui n'existe pas encore, la police pourra vous enfermer chez vous, comme nous l'avons vécu en France. En tout cas, nous étions, et puis dans plein de pays. Il y a quelques pays, effectivement, qui se sont rebellés. Et puis la Suède, par exemple. La Suède, voilà, la Biélorussie. Et puis, ça, c'est les deux exemples qu'on nous a qu'on a bien vu, qu'on a vu en France, en tout cas, sur lesquels on a été bien informés. Alors, il y a aussi des pays où finalement les gens vivent plus à la campagne qu'en ville, des pays donc ruraux encore, et où c'était l'État n'est pas aussi fort qu'en France. La France est un État très jacobin, comme on dit, très centralisé, où la police est très puissante. Et donc, effectivement, dès qu'on sortait dans la rue, on pouvait être attrapé par la police, ce qui nous demandait de rentrer chez nous. Et si on n'avait pas les papiers, l'attestation, on a eu un dispositif très étrange en France pendant le confinement. C'était une auto-attestation de sortie dérogatoire. Je ne sais pas dans quel autre pays il y a eu cette espèce de stratagème, de truc tellement bizarre. C'est-à-dire qu'on devait se signer à nous-mêmes un texte un texte qui disait je sors pendant 1 heure pour faire les courses. Voilà. Et ensuite, quand les policiers dans la rue nous demandaient notre attestation, on devait leur montrer, et puis c'est eux qui validaient ensuite est-ce que ça va, est-ce que c'est bien, avez-vous dépassé l'heure de sortie quotidienne, comme les prisonniers qui font leur promenade de quotidienne. Voilà. Donc l'OMS aimerait bien pouvoir recommencer à volonté. Est-ce que tous ces dispositifs qui ont été appliqués, donc maintenant nous avons quand même cette pandémie
pandémie un peu derrière nous et les bilans se sont faits et continuent à se faire par rapport au nombre de morts, par rapport au nombre d'infectés, par rapport aux moyens qui ont été mis, aux stratégies de gestion. Est-ce que vous trouvez que tout ce qui a été fait était disproportionné par rapport à la dangerosité de la pandémie Covid-19? Ah oui, bien sûr, totalement. C'était totalement disproportionné. Quand on regarde les vrais chiffres, c'est très difficile de les avoir. Mais bon, par exemple, on sait que l'OMS, par exemple, a probablement trafiqué les chiffres de toute façon, puisqu'en 2020, la grippe saisonnière, la grippe influenza, a totalement disparu des statistiques de l'OMS. Bon, en fait, c'est que les cas de grippe ont été attribués au coronavirus, oui, voilà. Donc, pour gonfler les chiffres, en fait, c'est des jeux d'écriture. Mais là, encore une fois, il n'y a pas vraiment de secret, puisque ces chiffres-là, on les trouve sur le site de l'OMS. Ensuite, la Chine a donné ces nouveaux chiffres quand la Chine a arrêté la politique de zéro Covid. Elle a donné de nouveaux chiffres. C'est-à-dire que comme ils ont dans les nouveaux chiffres à partir de décembre 2022, ils ont supprimé les cas asymptomatiques, ce qui est aussi un stratagème, puisque les cas asymptomatiques, ce sont des cas de gens qui sont comptabilisés dans les statistiques des malades alors qu'ils ne sont pas malades. Cas asymptomatique, ça veut rien dire. Asymptomatique, c'est sans symptômes, ça veut dire qu'on n'est pas malade. Et malgré tout, ils sont comptabilisés avec le mot de cas qui donne l'illusion qu'ils sont malades. Donc ça permet d'augmenter les chiffres. On a eu des déclarations de Olivier Véran, donc le ministre de la Santé français, à l'Assemblée nationale, en commission d'experts, qui a dit oui, quand il y avait un cas dans une maison de retraite, dans une EHPAD, c'est le terme. Quand il y avait un cas dans une maison de retraite, on disait qu'il y avait une épidémie. Voilà, donc un cas a suffi à... en fait, si vous voulez, la formulation, les mots que l'on utilise, les éléments de langage sont extrêmement importants parce que vous pouvez créer une pandémie meurtrière avec des mots. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, en fait, quand il y avait un cas peut-être même de grippe, en réalité, dans une maison de retraite, c'était renommé épidémie de coronavirus. Donc ça, il y a des aveux régulièrement. Quand on fait une étude attentive du discours des politiciens et même des experts de santé, parfois, ils disent la vérité. Et donc, Olivier Véran avait dit ça en commission à l'Assemblée nationale. D'accord. Et c'est intéressant au niveau méthodologique, pour voir comment la réalité est truquée, comment la réalité est réécrite, comment la réalité est trafiquée, sur la base d'une reformulation, un storytelling, comme disent les anglophones. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Lucien Cerise, diplômé de philosophie et chercheur en ingénierie sociale, auteur de plusieurs livres dont Gouverné par le chaos et l'Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Lucien Cerise, je vous resalue et à nouveau, et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Merci pour l'invitation, encore une fois. Bien, alors dans votre livre, l'Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, dont voici un exemplaire, vous développez cet aspect ou cette stratégie-là de l'ingénierie sociale et que vous appliquez au coup d'État qui a été fait en 2014, ce que les médias de l'OTAN appellent la révolution Maïdan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur ça? Oui, alors je me suis lancé dans ce dossier là ukrainien donc en 2014, c'est-à-dire le lendemain de la fuite
chute du président Yanukovych, là je me suis dit, bon, j'attendais les résultats de ce coup d'État, de cette révolution colorée. Bon, c'était assez visible. L'Ukraine avait déjà connu une révolution colorée, la révolution orange, pendant l'hiver 2004-2005. Et bon, voilà, ça recommençait pendant l'hiver 2013-2014. Bon, j'ai attendu le résultat et tout de suite après, je me suis lancé dans une enquête. Alors, bon, effectivement, j'étais en France, donc j'ai fait une étude. C'est essentiellement sur en fait, la guerre de l'information côté atlantiste, côté OTAN, et donc et sur le soft power, la guerre culturelle, la guerre psychologique, pour créer une solidarité entre les Occidentaux et les révolutionnaires, c'est-à-dire les putschistes. On a vu pendant tout l'hiver 2013-2014, on a eu en France un véritable lavage de cerveau, un brainwashing, vraiment pour nous montrer les putschistes sous un jour positif. Ce sont de braves gens qui luttent pour leur liberté. Alors, il y avait un problème avec cette narration, avec cette histoire, c'était les bandéristes, donc les fameux nazis ukrainiens, qui faisaient un peu tâche, qui étaient un peu trop visibles. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un sujet d'étude absolument fascinant. C'est en fait comment l'Occident tolère parfaitement le nazisme quand ça l'arrange, comment le pouvoir occidental le tolère parfaitement quand ça l'arrange, mais par contre passe son temps à diaboliser les revendications nationalistes ou souverainistes, même modérées. En Occident. En les faisant passer pour du néonazisme. C'est ça, voilà. Alors donc là, il y avait un double standard, c'est-à-dire le nazisme était autorisé en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il est anti-russe. Mais la souveraineté nationale, là par contre, est interdite, même quand elle est modérée. En France, les partis politiques ou les organisations qui aimeraient bien sortir de l'Union européenne sont qualifiés de fascistes, extrême droite, ultra droite. On en est vraiment très loin. Et les mêmes médias qui vont qualifier les partis eurosceptiques, simplement eurosceptiques, ou qui veulent vraiment la sortie de l'Union européenne. Donc les médias qui diabolisent, qui traitent de fascistes les souverainistes en France, par contre, font les yeux doux au régiment Azov, par exemple. Là, on a assisté à des choses extraordinaires en France. Pendant la libération de Mariupol, les médias français nous demandaient de pleurer sur le sort du régiment Azov. Quand ils étaient dans Azovstal et encore aujourd'hui, le régiment Azov est présenté comme allez, oui, bon, ils sont de droite, oui, d'accord, mais ce sont des patriotes avant tout. Et ils ne font que se défendre contre l'agression russe, etc. Donc là, on voit que le discours l'emporte sur le réel. Encore une fois, c'est un peu comme avec ces affaires de crise sanitaire ou de pandémie. C'est-à-dire que la recréation médiatique de la réalité essaye de remplacer la réalité. Et donc, je me suis lancé sur ce dossier en 2014, et justement pour mettre en évidence toutes les méthodologies d'ingénierie sociale appliquées pour transformer la société ukrainienne, avec notamment parce qu'en fait l'Euromaïdan ne commence pas en novembre 2013, comme souvent on le dit, ça commence au printemps 2013 avec un autre mouvement, en fait un mouvement qui s'appelait Ukraine soulève-toi, Vstavai Ukraino. Si je ne fais pas d'erreur en russe. Ouais, voilà. Et qui commence au printemps 2013, mais avec les 3 individus qu'on va retrouver sur Maïdan pendant l'hiver, c'est-à-dire Arseny Yatsenyuk, Vitaly Klitschko et Oleg Tiagnibok, donc le président de Svoboda. Donc ces 3 individus commencent une série de manifestations essentiellement dans les provinces ukrainienne. Ils arrêtent en août ou septembre, si je me souviens bien, et ils recommencent les manifestations en novembre, mais là, à Kiev.
donc de manière centralisée. Parce que, en fait, je pense qu'ils ont appliqué une stratégie en 2 temps. Déjà, on va, c'est le proverbe français, secouer le peuple avant de l'utiliser. Donc, ils ont été secouer les provinces, dire, ah oui, voilà, il faut faire tomber Yanukovych. Et puis ensuite, ils ont organisé le transport en bus des provinces jusqu'à Kiev pour ramener un maximum de monde. Il y avait aussi des manifestants payés, on le sait, les réseaux Soros, Open Society étaient très actifs, comme pendant la Révolution Orange. On le sait. Et puis, donc, c'est vraiment une synthèse de groupes LGBT et donc plutôt de gauche, gauchistes, et puis et de groupes d'ultra-droite, avec la création de Pravi Sector et Svoboda, donc, qui était évidemment très présent, et tous les autres groupes, là, le Marteau Blanc, Bialy, j'ai oublié, D'accord, bien. Alors, la question suivante, on va revenir quand même sur je voulais juste faire apparaître que c'est vraiment une technologie, cette ingénierie sociale, et qu'on peut appliquer ça commence à être théorisé vraiment comme une science appliquée dans la société. Maintenant, j'ai quand même une question, je vais essayer de faire l'avocat du diable. Outre tous les dérapages, monsieur Lucien Cerise, et les abus, et qu'il est tout à fait légitime de dénoncer et de combattre, tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais il apparaît tout de même que ce projet d'établir une gouvernance mondiale, renforcée au sein de l'OMS, pour faire face aux pandémies meurtrières, comme celle de Covid-19, partent d'une bonne intention. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et qui est de faire le bien pour tous les peuples du monde en leur donnant les moyens de gérer une telle crise sanitaire. Alors, qu'en pensez-vous ? Et cela ne suffit-il pas pour justifier l'établissement d'un tel système ? Comme on dit en France, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc le chemin vers l'enfer a des pavés qui sont pleins de bonnes intentions. En réalité, on a affaire à un système utopiste, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit l'OMS ou au Forum économique mondial, les deux ayant leur siège à Genève, nous avons affaire à un projet transhumaniste qui vise à organiser scientifiquement la vie en société, comme la vieille tradition du socialisme utopiste, qui remonte au XIXe siècle, et encore avant à Platon. Le premier texte utopiste, c'est la République de Platon, et Platon se donnait pour objectif de proposer un modèle d'organisation rationnelle de la société. C'est aussi le point de départ de la philosophie. C'est la raison doit dominer les passions, et donc, mais ça peut devenir une forme de délire, si vous voulez. Quand ça devient systématique et quand ça devient tyrannique, quelque part, ça commence à devenir pathologique aussi. Le fantasme d'une société parfaitement organisée, scientifiquement, dont on aurait où il n'y aurait plus de problèmes, où il n'y aurait plus de maladies, où il n'y aurait plus finalement de problèmes. En fait, quelque part, c'est le vrai problème. Vouloir en finir avec les problèmes, c'est pas possible. Vouloir en finir avec la mort, c'est ce que veulent les transhumanistes. C'est pire que la mort en quelque sorte. Et donc en fait, on voit que effectivement, au nom du bien, on peut faire beaucoup de mal. C'est une forme de dictature du bien qui peut s'avérer en quelque sorte pire que des problèmes réels, mais que l'humanité a toujours surmonté. Il y a eu des pandémies dans l'histoire de l'humanité. On est toujours là, voilà, parce que on s'est adapté. Donc l'humain est fait pour l'humain en tant qu'espèce, l'Homo sapiens sapiens, a surmonté toutes les pandémies, y compris de peste noire, toutes ces choses-là. Nous les avons surmontées et nous sommes plus nombreux qu'avant encore. Oui, à ces époques-là, l'humanité n'avait ni les moyens, ni la connaissance scientifique médicale. Exactement. C'est-à-dire que le corps humain a des ressources
Et effectivement, même si ça fait 15 millions de morts, par exemple, nous sommes une espèce. Effectivement, nous allons perdre des proches, mais voilà, de toute façon, on va mourir un jour. Donc là, on a l'impression que l'OMS essaye de nous rendre, je me répète, mais hypocondriaques, c'est-à-dire, avec la peur d'attraper un simple rhume. Ça va devenir bientôt. Moi, je me souviens, en 2020-2021, quand j'éternuais dans le métro, je voyais des gens qui me regardaient comme ça, terrorisés, parce que j'avais fait ça dans le métro. Voilà, alors, ils avaient tous leur masque. Bon, moi, le masque, ça provoquait des irritations, donc j'étais obligé de le baisser, parce que sinon, je passais mon temps en fait à tousser et à éternuer. Donc, je baissais le masque. J'ai eu des amendes à cause de ça, mais j'étais obligé, parce que sinon, de toute façon, j'avais des allergies. Donc là encore, on a un cas concret où le remède est pire que le mal. Moi, à titre personnel, là c'est vraiment personnel, j'ai pas eu la Covid-19, j'ai rien eu du tout. Donc mais il y a plein de gens comme moi qui n'ont rien eu. Ou alors qui ont géré, leur corps a géré en fait ce virus, qui tuait des gens, mais des gens déjà fragiles de toute façon. C'est comme une grippe, mais bon. Donc voilà, mais ça peut servir de prétexte. Une grippe peut servir de prétexte à élaborer une dictature informatique, une dictature sanitaire au niveau international. Donc c'est en ce sens. Il faut toujours peser le pour et le contre et se demander dans quelle mesure on n'est pas victime d'un stratagème. D'accord. Alors, dans le même sens, Lucien Cerise, tous les pays et tous les peuples ont normalement assez de savoir intellectuel et d'assises socio-culturelles pour se défendre contre toute politique visant à réduire les libertés individuelles. Enfin, du moins, c'est ce qu'on suppose. C'est ce qu'on suppose. Alors, pensez-vous que ces éléments sont assez fragilisés aujourd'hui, au point où ils n'ont plus de moyens et de consistance pour jouer ce rôle immunisant contre l'atteinte aux libertés individuelles? L'OMS par exemple, mais ça peut être aussi l'OTAN et ses médias, si on reprend le cas ukrainien, essaye de fragiliser notre système immunitaire intellectuel. Notre système immunitaire cognitif, notre système immunitaire psychologique. C'est là où on peut revenir sur ces notions de piratage psychologique. Le but de l'ingénierie sociale au sens du piratage, c'est justement de faire baisser volontairement la garde, de faire baisser volontairement le système de défense intellectuelle. Le but de l'ingénierie sociale, en fait, la base de la base, c'est vraiment de prendre le contrôle des relations de confiance et de méfiance et d'indifférence. C'est-à-dire, justement pour que vous soyez en confiance avec moi, donc je vais usurper l'identité. Ça c'est le principe de Kevin Mitnick, un des fondateurs de l'ingénierie sociale au sens du piratage. C'est d'usurper l'identité de quelqu'un de confiance pour vous faire baisser volontairement vos défenses. Et que je puisse en fait peser sur votre psychologie, modifier votre psychologie après que vous soyez ouvert volontairement à moi. Et donc il n'y a même plus d'effraction, il n'y a même plus de violence. Et donc l'OMS essaye d'obtenir la confiance des gens en désignant un problème qui est cette maladie X qui n'existe pas encore, et ce qui permet à l'OMS de gagner la confiance des populations en faisant peur à ces populations et donc en usurpant l'identité du sauveur. Donc il y a un problème qui va arriver, mais nous, à l'OMS, on a déjà la solution. Vous voyez, toujours ces principes-là de pompiers pyromanes et de... Il y a, après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, et ici en tout cas, beaucoup de gens, la majorité des gens, ont été frappés
par le comportement des dirigeants européens qui se sont laissés au détriment des intérêts nationaux, de leurs intérêts nationaux et des intérêts de leur peuple, notamment sur la question de la souveraineté énergétique. Ils se sont laissés aller dans le plan anglo-saxon et otanesque contre la Russie. Est-ce que c'est ça que ce dont vous parlez, par exemple, c'est un aspect dont vous parlez de cette usurpation et de cet abaissement de la garde intellectuelle face à ce genre de stratégie. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que l'OTAN essaie de diffuser la partie officielle de cette assemblée est terminée. Quelles étaient vos attentes? Quelles sont maintenant vos impressions? Et êtes-vous satisfait des résultats de cet événement? Le secrétaire général de l'OTAN de 2017, à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie. Très heureux au-delà de toute imagination, en raison de la participation de nos pays membres et bien sûr de nos affiliés qui sont venus du monde entier et de l'attention que les gens ont portée tout au long des sessions de l'Assemblée générale. Je suis également heureux des commentaires positifs que j'ai reçus de nos invités qui m'ont parlé des bons moments qu'ils ont passés à alliance militaire. La réception était bonne et tout était parfait. Et dans le communiqué de l'OTAN qui commente la famille, la communauté de l'Union africaine de radiodiffusion ne cesse de s'agrandir. Vous avez donc ici, à cet événement, des représentants de différents continents et même de différents pays, de l'Europe, la Chine et bien sûr la Russie. S'agit-il donc, à votre avis, d'une tendance positive et devrait-elle être développée? Oui, je pense que c'est une tendance positive parce que le monde est devenu un village global et que nous ne pouvons pas être isolés du reste du monde. Et je pense que le fait de se réunir en grand nombre comme cela, en provenance de tous les continents du monde, est un plus pour l'Union africaine de radiodiffusion. Et c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce qu'il y a une pollinisation croisée des idées et la façon dont les gens partagent leurs propres pensées et le développement en général. Je pense que c'est une idée bienvenue et j'aimerais encourager l'Union africaine de radiodiffusion à poursuivre dans cette voie. Le LGBT, non pas comme un mouvement parmi d'autres, mais le LGBT au sommet du pouvoir. En France, c'est ça. Le LGBT est au sommet du pouvoir. C'est une dictature LGBT, entre autres. Il n'y a pas que ça. Mais nous subissons vraiment ça et nous devons et les gens qui ne sont pas pro-LGBT doivent se soumettre et obéir. D'accord. D'accord. Alors l'Afrique va certainement être au centre de tous ces nouveaux accords internationaux, aussi bien en ce qui concerne la santé que le climat. Même le climat, la santé, on le sait, mais même le climat. Je ne sais pas moi quelle est l'industrie qui pollue en Afrique, mais l'Afrique est tout le temps citée comme le continent qui doit faire face, pas d'abord au réchauffement climatique, mais en même temps qui doit faire en sorte que tout ce qu'il développera ne portera pas atteinte à l'écosystème, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien. Alors, ma question, le continent risque de se retrouver à nouveau contraint de les appliquer à cause de son manque de moyens pour faire face, par exemple, aux problèmes de la santé ou à la sécheresse. Alors, y a-t-il un moyen pour que les Africains puissent faire entendre leur voix et imposer le respect de leur souveraineté et de leurs intérêts? Le meilleur moyen, c'est de s'éloigner le plus possible de l'Occident. Enfin, ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire en gros l'Europe et l'Amérique du Nord. Voilà. Donc mon conseil aux Africains, c'est couper les ponts avec la France-Afrique. Il y a eu effectivement un empire colonial qui a encore des restes. Mais voilà, laisser tomber le monde occidental, créer des liens avec la Russie, créer des liens avec la Chine, créer des liens avec le reste, le reste du monde, la Turquie. C'est ça, oui, et renforcer les BRICS. Il y aura toujours des problèmes, c'est la condition humaine. Même les BRICS auront des problèmes de toute façon. Certainement. Mais au moins vous ne serez pas dans un hôpital psychiatrique.
Voilà, parce qu'en France, enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a de plus en plus. Bon, c'est de vivre dans un hôpital psychiatrique aux dimensions d'un pays, même aux dimensions d'un continent, puisque aujourd'hui, la France est intégrée dans l'Union européenne, et qui intègre donc en fait tout le continent, presque tout le continent européen. Et puis au-delà de ça, comme je disais, en fait, les valeurs de la société ouverte sont soutenues par l'OTAN. Donc en fait, c'est tout le système occidental, ce que les Russes appellent Kolektivny Zapad, l'Occident collectif. Donc c'est essentiellement l'Europe et l'Amérique du Nord, plus l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais ce qu'on appelle l'Occident. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, les anglo-saxons. Voilà. Mon seul conseil aux Africains, c'est couper les ponts avec cet Occident décadent et en fait plus que décadent, malade mental. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique en Occident et où en fait c'est où les fous ont pris la place des docteurs, quoi. C'est vraiment ça. C'est le sentiment qu'on a, qui est assez partagé, qui fait que beaucoup de Français qui essayent de survivre psychologiquement se tournent vers la Russie, par exemple, qui propose un modèle de société encore à peu près normal, en quelque sorte. Et donc ou les pays de l'Est aussi, parce que quelque part on peut dire que finalement la moitié de l'Europe en période de guerre froide a été protégée du capitalisme et de toutes ces pathologies sociales, a été protégée justement par le communisme en fait, qui était plus austère, donc plus sérieux aussi, plus proche finalement des sociétés traditionnelles. L'Occident progressiste, capitaliste, libéral, aujourd'hui, c'est devenu une usine à malades mentaux, une usine ça fabrique des fous, mais en quantité industrielle. Donc, franchement, mon message à l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est déjà dans les BRICS, le pays en fait, mais il y a d'autres pays. Là, si je parle de la région, le sud du continent africain, c'est ça, c'est organisez-vous entre vous, et laissez tomber l'Occident, quoi. Sinon vous allez le regretter. Je veux dire, c'est quelque chose vraiment, c'est mortel. Aujourd'hui, c'est pas uniquement une question militaire. C'est vraiment une question d'ordre psychologique. Si vous voulez protéger votre santé mentale, là justement, revenons sur la vraie santé. C'est-à-dire, pareil. Alors effectivement, donc il y avait cette rébellion des pays d'Afrique noire, en tout cas d'Afrique contre l'OMS. Et là, ça, c'est la preuve d'un instinct de conservation, d'un instinct de survie. C'est que tous ces pays ont compris que l'OMS, en fait, ne cherchait pas à préserver, à protéger la santé. Pas du tout. L'OMS vise à protéger, en réalité, sa dominance, son pouvoir. Et si ça passe par des pathologies, bien l'OMS diffusera des pathologies, par exemple des pathologies mentales, avec cette espèce de peur permanente de tomber malade, qui est une pathologie mentale en elle-même, ce qui s'appelle le caractère hypocondriaque. Et l'OMS a vraiment l'intention de nous inoculer en fait des vaccins qui ne marchent pas, on le sait aujourd'hui, les vaccins développés là en 6 mois, par Pfizer ou par les autres, ne marchent pas et provoquent des dommages collatéraux, des effets secondaires extrêmement lourds, extrêmement graves sur beaucoup de gens. Ça peut provoquer aussi des AVC, ça peut provoquer des décès prématurés. Donc voilà, à titre personnel, je pense qu'il faut vraiment déconstruire toutes ces organisations supranationales et laisser les gens s'auto-organiser chez eux, dans leur pays. Voilà. Je veux dire, il y a une sagesse instinctive, il y a un instinct de conservation. C'est pas par hasard que l'espèce humaine est encore vivante aujourd'hui. C'est parce que nous avons une sagesse génétique, une sagesse qui nous dit ce qui est bon pour nous. D'accord. On n'a pas besoin effectivement de l'OMS pour savoir ou de l'OTAN pour savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis, et qu'est-ce qui est bon pour nous. Bien. Alors une dernière question.
Quelle est la stratégie, quelle stratégie estimez-vous nécessaire pour que les peuples puissent défendre leurs droits fondamentaux, c'est-à-dire contre, par exemple, l'atteinte à leur liberté fondamentale, mais sans porter quand même atteinte à leurs moyens de survie face aux catastrophes climatiques et sanitaires? Encore faut-il que ces catastrophes soient réelles, encore une fois, parce que je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait une catastrophe climatique en cours. Je suis pas sûr du tout qu'il y ait eu une catastrophe sanitaire. On parle de 20 millions de morts du coronavirus. On parlait tout à l'heure là justement du trucage institutionnel des chiffres. Mais alors certains pays, donc je reprends là sur ce que je disais sur la Chine. En décembre 2022, donc la Chine a proposé, a avancé de nouveaux chiffres de la pandémie de coronavirus et a dit que en fait il y a eu que 5242 morts du coronavirus depuis 2019. Depuis 2019. Voilà. Alors que le reste, parce que ils avaient d'autres pathologies, chose que n'importe quel autre, enfin pas n'importe quel autre, mais une autre maladie de même acabit aurait pu aussi provoquer. Tout à fait. Bon, pour un pays d'1,5 milliard d'habitants, 5242 morts authentifiés du SARS-CoV-2. Bon, c'est insignifiant. Voilà. Alors peut-être que c'est revu à la baisse, peut-être un peu trop, peut-être. Ok, d'accord, mais bon, quand même. Enfin, je veux dire, c'est donc si c'est malgré tout des millions de gens, ça serait. Voilà. Oui, donc voilà. Bon, ce qu'il faut, c'est déconstruire le récit. Sur ces crises, et donc rétablir les faits, d'abord, et ensuite, bon, en fait, quand on voit qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de chercher de solution. Et donc, à partir de là, quelque part, les choses vont. Enfin, il y a une sorte de de cours naturel des choses qui prend le dessus, qui prend le relais et qui permet effectivement de revenir en fait à une politique, à des politiques nationales saines, mais vraiment, enfin là, au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui ne soient plus fondées sur la démesure, sur l'hubris, sur le supranational, sur la transgression des frontières. Pour faire accepter la transgression des frontières, on a eu beaucoup de gens en France là en 2020-2021 pour nous dire, pour déjà lancer l'idée qu'il faut une seule santé sur toute la planète. Et ça, c'est déjà une transgression des particularités. Des peuples. Déjà d'un point de vue géographique. Voilà, comme si de la faune et tout. Exactement. Donc là, philosophiquement, les globalistes, les mondialistes, essayent d'en finir avec le multiple. La multitude. Et ils essayent d'unifier, ils essayent d'appliquer au monde entier la même politique, peu importe, sans tenir compte des particularités, donc de la diversité. Donc, mais au nom de la diversité, en plus. Donc, mais la vraie diversité n'est pas respectée par l'OMS, qui avoue, avec son concept là, une seule santé, qui avoue officiellement, qu'elle veut en finir avec les santé, les diverses pratiques médicales, etc. Les médecines traditionnelles. On sait que, par exemple, à Madagascar, ils ont réglé, ils ont soigné beaucoup de gens qui avaient donc la Covid-19 avec l'artémisia, par exemple, qui est un produit naturel. Bon, très rapidement, quand on parlait de ça en France, on était accusé de complotistes, conspirationnistes, et puis tout de suite fascistes, etc. Donc c'était vraiment en fait, tout ce qui fait concurrence à Big Pharma, tout ce qui fait concurrence à Bill Gates et à ses vaccins, va être qualifié d'obscurantisme, ou de fasciste. C'est donc bon. En réalité, bon, les humains ont des ressources. J'avais discuté avec un Africain, un Sénégalais, qui disait, bon, nous, on a des choses, on a le paludisme en Afrique. C'est bien plus grave que le SARS-CoV-2, que la Covid-19. Donc, il y a un médecin célèbre en France là depuis 2020, Didier Raoult, qui a proposé un traitement pas cher.
fondé sur l'hydroxychloroquine, quelque chose qu'on peut trouver dans le commerce facilement. Bon, il a été traîné dans la boue, il a été lynché dans les médias. Pourquoi ? Parce qu'il faisait concurrence au vaccin, à l'industrie du vaccin. Et surtout qu'il disait, finalement, oui, d'accord, il y a un virus, c'est une infection respiratoire aiguë qui traîne, mais on peut la traiter facilement. Donc, ça faisait baisser la peur. Et là, donc ça devient un problème pour justement les ingénieurs sociaux qui essayent de gouverner par la peur. Donc tous les facteurs, comme ça, tous les comment dire ça, les influenceurs, comme on dit aujourd'hui, enfin tous les leaders d'opinion qui nous ont dit ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le SARS-CoV-2, le coronavirus, ce n'est pas grave. Ont tous été traînés vraiment dans la boue et lynchés médiatiquement en France et ailleurs, enfin en tout cas en Occident. Pourquoi ? Parce que le pouvoir voulait qu'on soit tous terrorisés à l'idée de sortir dans la rue et de tomber malade. Mais voilà, donc je reprends un peu la parole là de Jean-Paul II là qui disait n'ayez pas peur. Bon, c'est sur un autre sujet, mais bon, fondamentalement, ça permet justement. Alors ça, c'est une manière de s'immuniser contre l'ingénierie sociale et la gouvernance par le chaos. C'est de ne pas être angoissé, justement, de ne pas être victime de ce stress permanent qu'on essaye de nous appliquer, qu'on essaye de nous inoculer comme un vaccin. Et parce que une fois que votre population cible a peur, vous pouvez la manipuler beaucoup plus facilement. D'accord. Bien. Je vous remercie. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Lucien Cerise, je vous remercie encore une fois. Je rappelle que vous êtes auteur des 2 livres Gouverner par le chaos, sur lequel je vous ai posé plusieurs questions, et aussi l'Ukraine, la guerre de l'OTAN, également que nous avons abordé un peu. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien sur un autre sujet. Merci encore une fois et à bientôt. Merci pour l'invitation. C'était Lucien Cerise, diplômé de philosophie, chercheur en ingénierie sociale, auteur de livres dont l'Ukraine, la guerre de l'OTAN est gouvernée par le chaos. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maléba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.